Je suis avec Claude Rioust aujourd'hui. Donc Claude, merci de nous recevoir sur le synthétique de Balaruc. Et tout d'abord, les nouvelles fraîches. Là, j'ai appris récemment que Grégory Tanagro quittait le club. Ouais. Un bilan déjà sur la saison 2019-2020 de Balaruc. Et qu'est-ce que tu envisages pour la saison à venir? Tout d'abord, bonjour. Ensuite, pour le bilan 2019-2020, c'est un bilan positif, malgré la maladie qui nous a frappé avec ce Covid. On est monté à R1 un peu sauvagement, on va dire, puisqu'on a été repêché après la date butoir pour les recrutements. Donc ça nous a mis un peu dans la difficulté, puisqu'on avait fait un recrutement sur des joueurs de R2. Et la saison a très bien démarré, puisqu'à la trêve on était 4e. Puis on a eu un coup de mou après la trêve où on a été sur 4 défaites consécutives. Et je dirais, tout en plaisantant, bien sûr, que le Covid est arrivé au bon moment, je pense, pour le Stade Balaruc, parce qu'on devait se déplacer à Saint-Estève qui jouait le haut du tableau, voir la montée. Donc je pense qu'on était parti sur une 5e défaite. Mais dans l'ensemble, les garçons ont répondu présent alors que ce n'était pas prévu qu'on soit à ce niveau-là. Donc c'était une saison positive avec, vu l'arrêt du championnat au 12 mars, un maintien en R1 pour la saison prochaine. Et la saison à venir? Donc la saison à venir est un peu plus compliquée puisque Grégory Tanagro a pris la décision de rejoindre Frontignan avec Bruno Barcelone. Chose qui n'était pas du tout prévue, ça nous est tombé il y a 10 jours, à notre grande surprise. Après voilà, c'est un choix qui se respecte. Il a décidé d'aller travailler sous d'autres cieux. Je respecte son choix, je respecte son travail parce qu'il fait un très bon travail. Alors après un peu déçu de la façon où les deux parties se sont quittées, mais bon, ce sont les aléas du football. Voilà, depuis hier soir officiellement on a un nouvel entraîneur qui est Jérôme Jimenez, qui est passé par le FC7. Son adjoint sera John Gaia et le troisième larron dans la composition du staff de l'équipe première sera Alal, l'entraîneur des gardiens, mais qui s'impliquera aussi au niveau du banc de touche et des séances d'entraînement. Tout ça a été fait avec le consentement des joueurs, ceux qui restent, puisque on a quand même 5 départs officiels aujourd'hui, pas des moindres, mais bon, les 5 départs sont pour Frontignan. Donc ça c'est ce que je regrette, puisque Grégory Tanagro s'était engagé à ne pas prendre de joueurs. Surtout que j'en ai rencontré un hier soir, qui est Thomas Vidal, qui part juste parce que Greg Tanagro partait. Donc ça nous chiffonne à tous. Mais voilà, la page est tournée. Un nouveau cycle commence avec Jérôme. Il n'a pas de pression, il n'aura jamais la pression parce que quand il arrive une catastrophe comme ça pour un club comme nous, où on est, et on le dit haut et fort tous, un club familial. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on joue avec nos valeurs, notre cœur. Voilà, et ceux qui sont restés et je les remercie. Il y a des joueurs qui ont fait le forcing pour qu'un groupe reste, un groupe travaille avec le nouvel entraîneur. Je pense à Nicolas Albano, à Flo Santin et bien d'autres derrière, puisque les autres ont répondu présent. Mais Nico et Flo sont à l'initiative des choix qu'on a pu avoir ou des entretiens qu'on a pu avoir avec les entraîneurs. Je ne connaissais pas Jérôme Jimenez, lui il avait déjà joué au Stade de Balaruc, il connaît le club. John Gaia, c'est un enfant du club, donc je pense qu'associé à Alal qui se connaissait avec Jérôme à l'époque de la Pointe Courte, je pense que le trio peut faire quelque chose de bien. Mais comme j'ai dit aux joueurs, c'est les joueurs qui feront l'animation des séances, l'animation des matchs. Et j'espère qu'ils porteront haut et fort les couleurs du Stade Balarucois pour donner ce coup de main à Jérôme qui n'a pas entraîné jusqu'à présent en R1. Et voilà, toute notre confiance lui est apportée comme elle est apportée au staff, aux joueurs. Et on est tous dans le même bateau, donc quoi qu'il arrive à la fin de la saison prochaine, on sera tous ensemble, il n'y a personne qui quittera le navire. Claude, si on revient quelques décennies en arrière, tu as commencé le ballon justement à Balaruc. Ouais. Et je crois, si je ne me trompe pas, à partir de 15 ans, tu as rejoint à Montpellier la Paillade.
Alors, j'ai joué à Balaruc de 75 à 80. Après, je suis parti en 80 à 7. J'ai fait une année au Football Club de 7 avec un minime critérium, comme on appelait ça à l'époque. Ma deuxième année minime. Et ensuite, à 14 ans, j'ai fait le concours d'entrée à sport-études à Montpellier et j'ai rallié le Montpellier-La Payade à l'époque. Alors si je me trompe pas, tu as fait une finale de Gambardella, c'est ça, en 85? Deux finales. On a fait deux finales perdues. Une contre Laval à Tours. Et l'autre, c'est la JOCR de Cantona. Et l'autre l'année d'après avec la JOCR de Cantona, où d'ailleurs on perd 3-0, 3 buts de Cantona. 3 buts de Cantona. Ouais. Alors cette génération quand même montpelliéraine, elle était exceptionnelle. Hein. Si je ne me trompe pas, il y avait Laurent Blanc, il y avait les frères Passy, il y avait Kader Ferraoui. Ouais. Tu en retiens quoi toi, de cette époque et de ces joueurs? Est-ce que tu pressentais que ces joueurs allaient faire la carrière future? Ah ben, Laurent, Gérald, Kader, Franck étaient des joueurs déjà avec un fort caractère et un gros talent. Ils jouaient régulièrement en équipe première. Gérald, quand il part derrière, après à Toulouse, il intègre l'équipe de France. Ils sont passés par Monaco. Bon, Laurent, j'en parle même pas parce que la liste serait trop longue par rapport à tous les clubs qu'il a fait. Mais ce sont des gens, par contre, qui sont restés très simples. Aujourd'hui, que ce soit Laurent, alors Gérald, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais j'ai revu Franck, j'ai revu Laurent, j'ai revu Kader. Voilà, de cette génération-là, on a gardé un état d'esprit qui était le nôtre dans les années 80. Chose qui se perd, je pense, de plus en plus aujourd'hui. Mais ils avaient déjà l'étoffe de grands joueurs et ils l'ont prouvé par leur carrière, autant de joueurs que d'entraîneurs. Est-ce que toi, à cette époque-là, juste avant d'être prêté au FC7, en D2 à l'époque, tu estimes que tu n'avais pas les qualités nécessaires ou requises pour t'exprimer en équipe première ou on ne t'a pas donné ta chance? Non, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que quand moi j'étais champion de France avec Montpellier en 87, on est monté en D1. Et de là, Loulou Nicolin vient me voir pour me demander si je désire rester là ou être prêté pour être aguerri au Football Club de 7. Il m'annonce les recrues qui arrivent à Montpellier, Bruno Bellone, Daniel Zuereb, Roger Milla qui était déjà en place. Je me suis dit, ça va être compliqué pour faire son trou. Et puis rejoindre des deux dans mon club, parce que je suis chez toi quand même. Donc, c'est du quartier haut, c'est ça? Voilà, du quartier haut. Mon père était contre, parce que déjà en 80, quand je suis parti à 7, il était contre. Après, quand j'ai fait ma carrière pro, il m'a suivi de A à Z. Mais quand je reviens à 7, forcément pour lui, c'était faire ce que lui n'a pas pu faire. Parce qu'à un moment donné, mon père, à l'époque, c'était le championnat CFA qu'ils appelaient, amateur. Voilà, j'y suis allé, mais je suis allé sans regret. Le seul regret que j'ai, c'est que, et ça on ne peut pas le savoir avant, c'est que quand je pars, tous les attaquants de Montpellier se blessent. Et là, donc, des jeunes intègrent l'équipe première, ça leur permet de jouer en D1. Bon, pour certains, ça ne leur a pas permis de creuser, mais non, j'ai aucun regret par rapport à ça, bien au contraire. Alors, de ces 2 ans à 7, de 87 à 89, je t'ai ramené une archive qui est dans ma poche, je vais te la sortir. Si c'est des cheveux. C'est un fameux shoot de l'époque. Je la montrerai à la caméra plus tard. Donc qu'est-ce que tu gardes de ce passage au FC7, ce Bérou qui à l'époque c'était un vrai chaudron, qui avait vraiment du monde. Et puis tu as joué avec des Vinuesa, des Krause, des Mengual. Uwe Krause, Mengual, il y avait les deux, ouais, Robert, on se côtoie encore puisqu'il vient de temps en temps au stade et on se voit sur Balaruc. Il y avait une âme, il y avait un garçon qui visait toujours plus haut, c'était Guy Mengual. Il y avait un garçon qui était d'une simplicité, qui était là juste pour s'éclater alors que je jouais en D2, c'était Jean-Luc Vignuesa. Après Ben Sabala qui jouait, qui était ivoirien. Il y avait Gulicelli qui était ivoirien aussi. Capitaine de la sélection. Ouais, et avec ces garçons-là, on a fait une super saison. De Montpellier, il y avait Richard Toutain et Redon Nabès qui m'avaient rejoint. Puis la seconde année, il y avait Nando Suarez. Alain Narcisse qui démarrait, Gérald Brusseau. Pour moi, c'est Sylvain Sanson, la deuxième saison titulaire, et après a fait la carrière magnifique internationale, B, titulaire pro à Strasbourg. Moi, ce sont mes plus belles années. Mes plus belles années, c'était la Gambardella.
parce que ça, personne ne peut nous le retirer, même quand on perd en quart de finale avec Montpellier, la 3e année. Voilà, c'est arrivé, mais c'était à Nice, on s'était fait voler, mais on avait cette âme-là. Et cette âme-là, je l'ai retrouvée à travers les entraîneurs que j'ai eu à 7. C'était la première année Dominique Badnet avec Milo. avec Alain Hopkins. Et la deuxième année, c'était Milo avec Claude Calabuc. On a eu 2 saisons complètement différentes, mais 2 saisons où on a vraiment éclaté, notamment la première où on perd en 8e de finale à Lens au match aller-retour. On fait 0-0 ici, on fait 0-0 en prolongation sur le but de Vercruz dans les prolongations. Donc on a la balle d'égalisation et de qualification par le même temps. Il y a eu ce fameux tour à Toulon où on se tire à 10 et c'est Dominique Deplagne qui tire le dernier. Voilà, moi ce sont, de toute façon, dans le football, tout ce que j'ai fait, ce sont que des beaux souvenirs. Est-ce qu'en tant que senior, tu estimes que c'était 2 saisons les plus accomplies? Ben oui, alors, il y avait celle où j'ai démarré juste avant avec une équipe quand même qui tenait la route, puisqu'on était champion de France avec Montpellier, où quand même je jouais à côté de Bernardet, Jean-Claude Lemoux, Laurent Blanc. Mais ton statut était différent là quand même, c'est ça, tu avais plus de temps de jeu déjà. J'avais plus de temps de jeu, mais si j'avais pas fait ce démarrage-là et la confiance de Michel Mézy à l'époque, je pense que peut-être ma carrière aurait pris une autre tournure. D'ailleurs, c'est suite à cette saison-là que je signe pro. Il y a quand même la 3e année qui est hyper importante et malheureusement, voilà, j'ai fait le mauvais choix. Là, c'est un mauvais choix. Je pars au service militaire, entraîneur de Montpellier Hérault, Aimé Jacquet. Je refuse d'aller au bataillon Joinville. Je reste à Montpellier parce que voilà, je me suis dit en étant à Montpellier, j'aurais plus de facilité. En plus, j'étais marié, donc c'était un peu compliqué et je fais le mauvais choix parce que je n'avais pas compris le système du bataillon Joinville. Aujourd'hui, s'il y avait un truc à changer dans ma carrière, ça serait ça. Je partirais au bataillon Joinville. Alors de 89 à 91, tu rejoues donc à Montpellier, ouais. Mais uniquement avec la réserve en D3. En D3, où je m'entraîne avec Aimé Jacquet. Et le football, moi je dis toujours que c'est 80% de chance et 20% de talent. Mais bon, si on n'a pas les 20% de talent, la chance ne peut pas être au rendez-vous. Aimé Jacquet fait appel 2 fois à moi pour jouer en D1. La première fois, je ne peux pas jouer parce que Montpellier s'est trompé et je joue un match alors que je suis suspendu. Donc je ne peux pas jouer le week-end d'après. Donc Aimé ne me prend pas. Et la deuxième fois, on joue à Ajaccio à la Mosson et je me blesse gravement. Je me fais double entorse avec arrachement des ligaments. Donc ça me met à l'écart jusqu'à la trêve. Et au moment où je dois reprendre avec l'équipe première et jouer en équipe première, Aimé se fait licencier. Donc c'est mon ami Laurent Castron qui joue à ma place. Notamment après le match contre le Steaua Bucarest, en Coupe d'Europe l'année d'après. Manchester après derrière, et voilà. Donc, mais bon, il y a quand même cette fin de saison où on va gagner la Coupe de France. Alors, effectivement, beaucoup de gens me posent la question, moi je suis pour rien, hein, c'est comme ça. C'est quand on est pro dans un club, qu'on ait joué ou pas joué, on a le titre, comme quoi on a gagné la Coupe de France. Comme certains, moi j'ai fait 7 ou 8 matchs l'année où on était champion de France avec Montpellier. J'ai reçu la plaque comme quoi j'avais été champion de France. Ce sont des trucs qui, moi Montpellier, aujourd'hui, le loup est parti, mais que ce soit Laurent ou Olivier, moi j'ai grandi avec eux, on est du même âge. Monsieur et Madame Saez qui nous ont encadrés au centre de formation, tout ça, personnellement, ce sont mes parents spirituels, quoi. Donc aujourd'hui, que ce soit Loulou ou mes parents, puisqu'ils sont décédés de là-haut, ils voient ce qui se passe, mais ce sont des gens à Montpellier qui avaient un cœur énorme et qui ont toujours aidé les gens qui étaient en difficulté. Et surtout, moi j'ai une phrase de Loulou à 14 ans, quand j'allais à l'école encore, qui m'a dit « Tu seras le futur avant-centre de Montpellier ». Et j'ai éclaté de rire et il m'a dit « Mais pourquoi tu ris, tu n'y crois pas ?» J'ai dit « Si, j'y crois, mais venant de vous, ça fait plaisir. » Le président, avec la notoriété qu'il avait, la prestance. Et effectivement, 4 ans après, je jouais déjà en équipe première. J'avais fait l'opération avec Robert Nouzaret, puis j'avais été convoqué pour le match retour de Coupe de France l'année d'après contre le PSG, où on avait perdu 2-1 à Paris et là on était 1-1, on avait fait 1-1 à la Mosson. Et après j'ai intégré l'équipe première, deuxième partie du championnat pour aller chercher le titre. Alors je vais faire un grand écart, tu as parlé de Coupe de France. J'aimerais qu'on revienne sur la Coupe de France avec Calais également en 2000. 10 ans après celle de 90 avec Montpellier.
Comment tu as vécu cette aventure hein, et tu l'as pas vécu jusqu'au bout si je me trompe pas. Ben, Tu n'étais plus dans le groupe à la fin. Non, je l'ai vécu jusqu'au bout parce que les 24 joueurs, les 20 joueurs au départ, puis 24 à la finale, mais 20 joueurs jusqu'à la demi-finale, quart de finale et demi-finale. En fait, je l'ai vécu. Je savais que ma carrière était terminée. Ça a été un sentiment bizarre parce que avec les joueurs, on a partagé ce qu'on avait à partager sur le terrain. Un groupe est né. Un entraîneur avait sa philosophie. Aujourd'hui, on a eu un reportage récemment, le 7 mai, pour les 20 ans de cette finale-là. S'il a vu ce discours-là et cette façon de parler-là il y a 20 ans en arrière, je pense que j'aurais fait partie des 16 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Alors comme j'étais en fin de carrière, j'ai pris sur moi et j'ai aidé les copains à aller jouer cette finale pour qu'ils la gagnent. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas produit comme ça. Je pense qu'avec 4-5 ans de moins, ça se serait passé différemment. Mon caractère aurait voulu que je rentre dans le lard de l'entraîneur. Voilà, à 32 ans, je ne trouvais pas nécessaire de faire ça. D'ailleurs, je fête mes 33 ans juste avant la finale. On joue le 7 et moi je suis né le 3, donc 4 jours avant. Voilà, quelle faute ce jour-là. Et la veille du match, le coach me dit tiens-toi prêt parce qu'on avait un joueur qui était gravement malade. Il avait une bronchite mais il n'arrivait pas à respirer, à récupérer. Et on savait qu'on ne pouvait pas faire de traitement parce que tous les traitements étaient, s'il allait au contrôle antidopage, il passait positif. Et donc il vient me dire tiens-toi prêt. Donc je suis allé jouer, dans ma tête je ne joue pas. Par contre, c'est une déception parce que quand il annonce l'équipe et quand il me dit que j'y suis pas, je sors du vestiaire plutôt que foutre un scandale dans le vestiaire parce que c'était pas le but. Mais voilà, la déception a été énorme sur le moment. Après voilà, on en repart aujourd'hui, on devait fêter les 20 ans le 6 juin contre Nantes, on devait faire le match retour en matière. Mais entre temps on a quand même fait les 10 ans contre le Variété Club de France, contre les champions du monde 98. Ça a été un grand moment, on a mis les choses à plat, j'ai dit bon ça. Voilà, je garde quelque chose de formidable parce que c'est une épopée formidable. Le seul point positif que je dirais pour moi, c'est que j'étais le premier buteur de l'épopée 2001 en Coupe de France quand on était allé jouer à Campagne-les-Élèves, sur un terrain qui ressemblait un peu à celui de Baruch il y a quelques années là. Mais voilà, après, humainement parlant, ça a été une superbe. Moi, tu as vécu il y a quelques années la disparition définitive du club de Calais, justement. Ben, si tu veux, la difficulté pour moi, c'est que j'ai eu 2 statuts à Calais. Quand je suis arrivé à Calais, même si j'arrivais en fin de carrière, j'avais joué au Touquet 3 ans à Boulogne. Et pendant 6 ans, entre guillemets, j'étais considéré comme un des meilleurs attaquants de la région. Parce que Michael Girard fait partie des meilleurs attaquants de la région. Il y a eu Michel Sanchez, il y en a eu pas mal. Donc quand je suis arrivé à Calais, je suis arrivé un peu en tant que star. Mais comme je n'étais pas calaisien, le statut a vite basculé. Je me suis blessé juste avant la trêve. J'ai eu le différent avec un joueur après un tour de Coupe de France, la Concassette en particulier. Et de là, les choses ont changé. Mais à la trêve, quand je reviens de blessure, le coach me fait confiance et me prend pour jouer contre Lille. Il me fait confiance pour aller tirer dans la série de 5. Et derrière, il me renvoie en équipe B. Et en équipe B, à un moment donné, les joueurs, comme on venait de faire ce magnifique exploit contre Lille, commencent à me rentrer dans le lard. Et j'avais pas envie de me faire casser une jambe. Et on jouait le week-end d'après contre la Concassette, vous savez le tirage. Et je suis sorti de mes gonds, j'ai pris 2 coups de coude et j'ai mis 2 coups de poing. Ça m'a fait rouge, donc j'ai pas pu jouer le match d'après. Et voilà, et après à partir de là, j'ai été un peu écarté du groupe. J'ai continué à jouer le jeu parce que certains joueurs ne méritaient pas à ce que je pourrisse l'ambiance et moi non plus, je n'avais pas envie, parce que c'est pas dans ma mentalité. Mais voilà, ces petits trucs-là font que à un moment donné, il n'y a qu'à prendre la composition. Il y avait les Calaisiens et ceux qui avaient l'habitude de rien dire qui étaient sur la feuille de match. Il y en a d'autres qui n'étaient pas, il y en avait 6 qui étaient juste derrière le banc de touche, qui méritaient tout autant que les autres. Mais on était unis, les 24, même si on n'était pas d'accord et qu'on n'avait pas toutes les affinités. Voilà, on était unis pour l'événement. Après le reste, de la philosophie, on s'en fout.
Alors tu as parlé sans le nommer de Ladislas Lozano, le coach de Calais. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de Bruno Metsu, que il me semble que tu as connu à ce moment? Ben Bruno, c'est quelqu'un qui était entraîneur comme il était joueur. Le problème, c'est que il n'avait pas de limite dans le travail. Il nous a fait entraîner un premier de l'an. Il nous a fait entraîner, on est allé jouer à Thouars, je me rappellerai toujours, on a pris une casquette, on a perdu 3-0. On est arrivé le dimanche à 10h, à 15h on était sur le terrain, il pleuvait comme un vache qui pisse, on faisait des longueurs de terrain. D'ailleurs il y a des joueurs qui se sont blessés. Mais c'était un mec qui respirait le football, qui était cool. Mais par contre, voilà, il avait tracé une ligne et il ne sortait pas de sa ligne. Après, il y a des joueurs qui compensaient par rapport à l'expérience et tout. Moi, comme je faisais tout à fond, à un moment donné, je suis pas un robot. On était un effectif de 23. Et en février, on va jouer à Beauvais un match amical sur un terrain gelé. Et quand on revient de Beauvais, il ne reste plus que 10 joueurs validés. Mais voilà, Bruno avait sa conception on a passé de super moments. D'ailleurs, quand je m'en vais, que je quitte le club, il est tout étonné. Et je lui dis, Bruno, je me fais opérer du genou, personne du club est venu me voir. Je rentre dans son bureau après mon opération, j'y serre la main, j'avais signé à Boulogne. Et il me dit, ah bon, tu t'en vas? Je dis, ouais, c'est plus pour moi, c'est pas possible de travailler comme ça. Après, j'étais pro, hein, j'ai résilié mon contrat parce que ça me convenait pas, quoi. Pas le bonhomme, mais ce qui se passait autour, c'était pas pour moi, quoi. Pourtant, à Sedan, Dieu sait qu'il y avait un public. D'ailleurs, il y avait plus de monde au stade que dans la ville. On a joué des matchs amicaux devant 5000 personnes. Je croyais que j'hallucinais. J'ai passé une année dans les Ardennes vraiment magnifique. C'est ce qui m'a permis, je pense, de faire 3 bonnes saisons derrière avec Boulogne. Mais est-ce qu'en contrepartie, c'est pas un regret d'être resté qu'un an dans les Ardennes, en sachant par la suite, avec l'arrivée également de Patrick Rémy, le parcours qu'a fait Sedan et qui est monté de national jusqu'en Ligue 1? Non, parce que ce parcours-là, on aurait pu le faire avec Boulogne. Parce que la première année où j'arrive à Boulogne, on ne monte pas à cause de 2 buts. Donc, de notre faute, hein, on avait, avant la trêve, je crois qu'on a 12 points d'avance sur le second, qui est vraiment l'étape. Et on a un trou en février, et il grignote. Et à 6 matchs de la fin, on est à 1 point d'écart. Et on joue, et on doit les jouer chez eux. Donc on joue, on gagne, ils gagnent. On va chez eux, on fait nul, 0-0. Et au dernier match, on reçoit Lens. Et eux vont jouer à Dijon. Et nous, on gagne 2-1 contre Lens. Et la radio nous annonce que le match est terminé à Dijon et que Raon a perdu 1-0. Donc pour nous, on monte en national. C'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et en fait, comme par hasard, 91e, 94e, Raon marque et c'est nous qui monte. Voilà. Donc non, j'ai pas de regret parce qu'on aurait pu le faire avec Boulogne, parce que Boulogne l'a fait après, 2 ou 3 ans après que j'ai arrêté ma carrière. Avec n'importe quel club, on aurait pu le faire. Avec Bourges, je suis parti de Bourges pour des raisons qui étaient politiques, puisqu'il y avait des pots de bilan. Je vais à Sedan. À Sedan, j'aurais pu aller avec Patrick Rémy qui à l'époque entraînait Beauvais. J'avais fait le choix de Sedan. Là, je choisis Boulogne parce que je connaissais l'entraîneur, je connaissais les joueurs qui y signaient, je connaissais la mentalité. Et franchement, ça m'a permis quand même, parce qu'aujourd'hui, 22 ans après, quand je monte à Boulogne, on me parle toujours du 16e de finale Boulogne-Marseille. Parce que ce jour-là, pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, je sais que j'étais motivé. Mais on aurait joué 4 heures, j'aurais couru, je pense, pendant 4 heures. Voilà, et ça a marqué les gens. Et je suis content de partager ça avec eux et je suis content de l'avoir vécu parce que pour moi, ça a été 3 années vraiment intéressantes pour moi. Et aujourd'hui, ça a permis aussi, en allant à Boulogne, de faire la connaissance de ma femme. Comment tu expliques que toi, justement, le pur sudiste, tu sois resté tant de temps dans le Nord et ensuite que tu aies eu en charge une équipe de D1 féminine? Est-ce que tu aurais supposé un jour, d'un, être entraîneur et de 2, entraîner les féminines? Alors, j'y suis resté longtemps parce que des choses ont fait que quand je suis arrivé, j'ai fait 3 ans au Touquet, après je suis parti à Bourges et Sedan, donc ça fait déjà 5 ans de passé. Déjà quand je monte au Touquet, je ne sais pas où c'est, Milleborne, moi là je ne me suis pas trompé, je suis allé de l'autre côté, donc
Mais les gens ont fait que où on adhère ou on n'adhère pas, où on est accepté par ces gens-là ou on n'est pas. Bon, j'étais au Touquet, qui est une ville quand même assez bourgeoise, mais moi je ne vivais pas là-bas, je vivais à Étaples. C'était un village de pêcheurs, enfin une ville de pêcheurs. Ça me convenait très bien. J'étais avec des gens voilà, qui allaient tous les jours travailler. Et on a échangé, j'ai été reçu de suite comme... en plus avec mon accent, il ne me comprenait pas tout le temps parce qu'il était vraiment bien prononcé. Puis suite à ces 3 ans, je ne suis pas resté au Touquet parce que le club rencontre des difficultés financières, même si moi, à l'époque, et sur toute ma carrière, j'ai jamais joué pour l'argent. J'avais même dit, baissez-moi mon salaire, moi je suis bien ici. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire, qu'eux ne pouvaient pas assumer en tout cas. Donc je suis parti à Bourges. Bon là c'était une grande ville, mais un grand club aussi. Bobby Brown, l'entraîneur. Bobby Brown avec Gilbert Zenkin comme adjoint. J'ai fait de super connaissances là-bas et je suis content parce que il y en a encore un que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux que j'ai retrouvé. C'est Laurent Di Bernardo. Puis bon, il y a eu Sedan. Et puis quand j'arrive à Boulogne, à Boulogne, en fait c'est comme si je reprenais le Touquet, mais avec 2 ans de décalage. 6 joueurs qui arrivent du Touquet, plus ou moins 7. On trouve de suite le bon rythme et voilà, l'ambiance on la connaissait, les résultats sont là, donc forcément le public, c'est la première année où Boulogne avait 1000 adhérents, donc bon, c'était quelque chose d'extraordinaire pour la ville de Boulogne et il n'y avait pas de différence entre les bénévoles qui aujourd'hui n'existent plus dans ces clubs-là et nous. Moi par exemple, le lundi soir on faisait entraînement à la Libération. Dès qu'on avait fini, puisque le lundi soir, tous les bénévoles avaient une réunion, quand je suis passé capitaine, j'ai demandé aux joueurs d'aller boire un coup avec eux, de partager, de discuter, parce que s'il n'y avait pas de bénévoles, le club le mot famille avait tout son sens là, dans voilà. Les clubs comme ça. Donc voilà, pendant 3 ans, ça s'est passé comme ça. Après, bon, pour des raisons X ou Y, on s'en fout, j'ai été obligé de partir de Boulogne. Mais quand je suis allé à Calais, un Calaisien, un Boulonnais qui part à Calais, c'est une trahison. La seule différence, c'est là où je me suis aperçu de la différence entre Calais et Boulogne, c'est que quand je suis revenu avec Calais jouer à Boulogne, comme ce jour-là, la distance avait été intelligente, il m'a mis capitaine pour pas que je pète les plombs. Et parce que sur le terrain, il y avait un joueur qui avait fait en sorte que je sois viré de Boulogne l'année précédente. Donc quand je suis revenu à Boulogne, ma femme était à la tribune, c'est une Boulonnaise. Et quand mon nom a été annoncé au micro, le stade s'est levé et a applaudi. Chose que, voilà, ça n'existait pas. Et quand je suis rentré sur le terrain, tu vois, j'avais des frissons, les gens m'ont acclamé et comme ils avaient fait une chanson sur moi, ils se sont mis à chanter cette chanson-là. Donc moi j'ai traversé le terrain, je suis allé les saluer. Bon, après pendant 1h30, voilà, je ne les connaissais pas. On avait fait 0-0 ce jour-là. Si j'avais pu marquer pour montrer au président de Boulogne à l'époque et aux joueurs qu'ils avaient fait une erreur, bon malheureusement je ne l'ai pas fait. Mais à la fin du match, je suis allé saluer les supporters parce qu'avec eux j'avais partagé 3 années formidables et puis moi je vivais à Boulogne donc puis après je me suis retrouvé fin de carrière à Calais encore une fois avec cette épopée magnifique et des gens aujourd'hui 90% des joueurs sont des gens magnifiques. Après chacun a regardé son nombril, voilà, c'est encore plus important aujourd'hui 20 ans après quand je vois ce qui se passe au football ça me fait peur. Mais je me suis retrouvé vite sans club, mais moi je voulais pas arrêter comme ça. Donc il y a un ami de mon épouse qui me dit signe chez moi. Il était trésorier d'un club à côté de Boulogne, j'y suis allé. Mais quand j'ai signé là-bas, personne ne le croyait. Puisque moi j'étais ici, j'avais fait ma licence avant de partir, et je signe dans ce club-là, on finit champion. Malheureusement pour moi je fais un infarctus, puis j'en fais un deuxième. En 2 mois. Donc, quel était ce club si je te connais? Vimereux, l'AS Vimereux. Et de là, entre-temps, j'avais repris l'équipe C. Donc pendant 1 an, j'entraînais l'équipe C pour me faire plaisir parce que psychologiquement, très difficile d'accepter ce qui venait de me frapper. Puis après, j'ai repris l'équipe première pendant 2 saisons. Et puis j'ai fait 7 ans à Rinxan, où aujourd'hui c'est mon ami Jérémy Lecal qui est président et qui jusqu'à cette saison était président et entraîneur pendant 2 ou 3 saisons. Son épouse était trésorière, ma femme était secrétaire, donc on avait créé un petit groupe qui était super sympa avec des dirigeants magnifiques qui étaient monsieur et madame Paris, donc ça marchait toujours par couple, mais il y avait une osmose qui était super. Bon après là pareil, parti,
Mais entre-temps, j'ai passé mes diplômes, donc mon brevet d'État, et je faisais des formations avec la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Et un jour, il y a la sélection féminine qui se présente à moi en tant qu'adjoint. On me la propose, je faisais des spécifiques déjà attaquants. J'y suis allé voir comment ça se passait. Et ça m'a aidé puisque quand j'arrête rien que ça, je prends les filles de Calais. Et au mois de mars, donc 2012, 13, on est déjà champion avec Calais. Et je passe à ce moment-là mon DEF. Et on m'appelle pour prendre Arras, en DE. Alors comme ça faisait 15 ans que j'étais dans le football féminin, 10-15 ans que j'étais avec les jeunes, parce que j'ai été champion de France avec la sélection Nord-Pas-de-Calais Interligue. Donc je bascule par rapport à mon diplôme que j'avais promis à mon père de passer. Je bascule en D1. Et là, d'avoir eu comme Aimé Jacquet, Dominique Badnet, Michel Mézy, Robert Nouzari, j'ai pris de chacun ce que je me souvenais. Bruno Dupuis, Alex Dupont, Robert de Wilder, tous ces garçons qui ont entraîné ou à un moment donné être recruteurs pour notre première division. Et j'ai assemblé tout ça, mes connaissances, mes motivations, et je me suis lancé dans le foot féminin tout simplement parce que j'avais un retour. Par rapport au travail que je demandais, j'avais toujours un retour chez les garçons. J'ai fait le test, dans le Nord en tout cas, je l'ai même fait ici. Ce que je mettais en place chez les filles, une séance, la deuxième séance c'était compris. Je mettais en place chez les garçons, un mois après c'était pas compris. Parce que voilà, les filles enregistrées. Après, gérer un groupe de filles, c'est autre chose. Il faut savoir être à l'écoute. Il y a des fois on ne peut pas écouter. Mais j'y suis tombé dedans parce que justement il y avait ce retour qui était positif, comme le retour que j'ai aujourd'hui à Ballaruc avec les féminines. Parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais alors, on peut dire, les 2 années sont passées, on ne les a pas vues passer. Ça fait 2 ans, normalement je devrais dire qu'on monte. On attend la décision de la Fédé. Donc, ouais, c'est l'implication, parce que les filles, c'est pas compliqué, c'est toujours à fond. Par contre, si jamais elles se sentent trahies, derrière, de te démonter comme en amour avec les femmes, hein. Pareil. Ouais, presque. Que là, ça peut être même plus virulent parce qu'elles vont chercher loin. Mais là, l'avantage, c'est qu'à Ballaruc, elles savent mon tempérament. Et surtout, grâce à elles, j'ai repris du plaisir à entraîner, chose que j'avais plus fait puisque j'avais arrêté après un moment. Quand j'arrive ici, j'avais fait mon 3e infarctus. Donc là, j'avais dit, hop là, on va calmer. Et bon, là, j'y me prends parce qu'on prend du plaisir. Voilà. Du moins, quand ça deviendra une compétition vraiment sérieuse, là, je passerai la main parce que... Alors, entre nous, est-ce qu'au moment du départ de Grégory Tanagro, quand même, tu n'as pas eu l'envie ou l'idée de t'occuper des garçons de Ballaruc? Non. Jamais? À aucun moment. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour faire ça, il faut... déjà, par rapport au poste que j'occupe au stade Ballarucois, c'était pas compatible. Je ne me voyais pas être directeur sportif et entraîneur, c'est-à-dire que rentrer le soir à la maison et m'engueuler moi-même, déjà je connais mon tempérament. Donc, j'aurais pu, et j'ai fait la proposition à certains entraîneurs de les accompagner, mais de ne pas intervenir, parce qu'ils sont pas diplômés, ou voilà, ça oui, je l'aurais fait, mais reprendre l'équipe et repartir sur... c'est pas le challenge qui me fait peur, c'est par rapport à ma santé. Et je préfère aujourd'hui donner la chance à quelqu'un qui a déjà entraîné, même si ce n'est pas un R1. Mais voilà, si je prends l'adjoint de l'entraîneur de l'équipe première aujourd'hui, je pense que c'est sa place et c'est lui le futur, c'est pas moi. Claude, dernière question. Le FC7 vient de remonter là, cette saison en National 1. Ton avis sur ce FC7 là, et est-ce que tu les suis toujours? J'ai suivi puisque quand je suis arrivé ici, il y a 3 ans, l'entraîneur c'était mon ami Jean du Musée. Donc forcément, déjà j'avais des relations, on s'appelait souvent, on faisait le tour quand je redescendais en vacances, on se voyait de temps en temps. Et après j'ai regardé quand il y a eu le changement d'entraîneur, l'évolution et ce qui a été fait cette saison. Et, je veux dire, même s'ils étaient allés au bout du championnat, je ne vois pas comment ils auraient pu être barrés pour l'accession. Le seul truc qui me fait peur, ce Covid qui est arrivé, mais c'est financièrement, parce que les échos ne sont pas terribles. Alors,
j'espère qu'ils trouveront des solutions parce que moi j'ai vécu la descente suite à un maire qui a décidé de déposer le bilan et faire rétrograder le club alors qu'on avait fini 9e ou 10e du championnat. Ça file de boule. Si aujourd'hui les joueurs qui se sont mouillés pendant 1, 2 ou voire 3 saisons et qui ont eu la récompense cette saison-là et qu'on leur dit monsieur, dame, je suis désolé, les LCG refusent parce que d'après ce qui se dit, il y a un gros trou financier, ça me foutrait les boules. Après, j'ai porté les couleurs du football club. Je ne vais pas dire, et je vais être honnête, que je suis un amoureux du football club de Sète. Parce qu'en 30 ans, il y a tellement de choses qui ont changé que, comme je te disais tout à l'heure, je suis effaré de ce que j'entends. Parce que là, j'ai été mis devant le fait accompli avec le départ des entraîneurs. Tu l'as en travers, hein, ce départ de Grégory Dangros? En travers, oui et non, parce qu'un entraîneur a le droit de partir. Je veux dire, on y a envoyé un message sur Facebook, et c'est un message sincère. On espère qu'il va réussir. C'est la façon qui t'a pas plu. Voilà, en fait, on ne peut pas dire blanc et faire noir. Donc, dans la mesure où moi, j'ai été entraîneur, donc je sais de quoi je parle. Si je vais voir un président et je lui dis, président, je veux ça, si vous me donnez ça, je reste. Quand on fait la proposition à Greg, derrière, il ne reste pas. Et c'est un choix. Il explique, il dit voilà, j'ai choisi Frontignan, les ambitions, l'argent, l'effectif, peu importe la raison, c'est pas grave. On a le droit, les joueurs ont le droit de changer de club. Par contre, ce qui ne me plaît pas, et ce que j'ai du mal à avaler, c'est que l'explication qu'il a donnée à ses joueurs ne correspond pas du tout à ce qui a été fait. Aujourd'hui, je lui souhaite le meilleur. Moi, j'ai regardé ses séances pendant 3 ans, tout est millimétré, tout est calculé. Voilà, c'est un super coach. Il a beaucoup apporté à Ballarus quand même en 6 ou 7 ans. Hein. Mais il a beaucoup apporté pendant 6 ans. Pendant 6 ans, notamment la dernière année, je la retire parce que voilà, il n'y a rien à dire. Les 2 autres années, le seul truc, et en plus on en a parlé ensemble, c'était les blessures des joueurs qui intervenaient toujours au même moment et qui duraient 4 mois. Donc c'est là où on avait le trou. Mais ces séances étaient cohérentes, il y avait de l'envie, lui il avait Sagnac, il avait son expérience. Par contre, à côté de ça, manque de dialogue avec ses dirigeants. Pour avoir les comptes rendus, c'était des fois un peu compliqué. Mais bon, comme moi je donne carte blanche à mes éducateurs ou entraîneurs, j'y faisais entièrement confiance. Quand j'avais un souci, un truc qui m'interpellait, j'allais le voir à lui et j'en discutais avec lui. Ça est arrivé 2 ou 3 fois en 3 ans, donc je veux dire, j'ai pas dû être pénible à ce niveau-là. Mais ce qui fait mal, c'est que, par exemple, une phrase toute simple, il n'a pas dit à moi, puisqu'il a eu le président au téléphone, et c'est légitime, parce que c'est le président qui gouverne. Président, je partirai avec aucun joueur. Aujourd'hui, ils sont 5 à signer à Frontignan. Donc 2, un qui était déjà vu par Frontignan, et je pense même qu'il aurait dû être vu par beaucoup de clubs, c'est Fabien Fréminet. Et le deuxième, on lui propose un travail. Donc ça veut dire qu'il a été contacté pour lui proposer un travail. Donc voilà. Après, j'en ai vu un hier qui est Thomas Vidal, il m'a dit j'ai choisi de partir parce que Greg partait là-bas. Ok, pas de souci Thomas, bonne saison. Après, il y en a 2 autres qui partent, que ce soit Dorian Fernandez et Robin Vernet. Ils partent, ils ont fait un choix, je veux dire, ils ont fait 1 saison, 2 saisons au Stade Baraquois, ils ne sont pas mariés avec le Stade Baraquois. Nous, de toute façon, on ne changera pas de politique, on n'a pas les moyens de le faire. Nous, il n'y a qu'un truc, ce sont les valeurs du club. Comme mon père, quand je les ai entraînés il y a 30 ans en arrière, ça fait vieux combattant, mais aujourd'hui, les valeurs du Stade Baraquois étaient les mêmes il y a 30 ans en arrière. C'est convivialité, l'esprit famille, et tout ce qu'on peut partager ensemble, on le partage. Et là, on a réussi à unir toutes les catégories, du plus jeune au plus vieux. Parce que moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, les vétérans viraient les joueurs de l'équipe première ou de la réserve du siège parce que le vendredi soir, c'était leur soirée. Non, le stade, il appartient aux joueurs du Stade Baraquois. Donc, on a réussi à monter ça. Greg et Bruno en faisaient partie. Je veux dire, ils ont joué plus de matchs en vétéran, notamment Greg, parce que Bruno s'est blessé. Après, voilà, tout entraîneur a le droit de changer. Moi, je prends un exemple, et bravo à ce mec-là, parce que c'est Andrieux de Montarnot. Rien, plus de président, plus de vice-président. Il reste 12 joueurs. Les 12 joueurs, ils ont dit coach, vous ne pouvez pas partir, on a besoin de vous. Et le gars, je lui ai demandé de venir chez nous.
Il me dit, je peux pas quitter le bateau maintenant parce que ça serait dégueulasse vis-à-vis d'eux. Et j'ai dit, c'est tout à ton honneur. Bonne chance et j'espère que tu vas remonter. Voilà. C'est un choix. Il aurait pu faire le choix de venir à Balaruc, dire, moi je me couvre, je me prends une URS. Alors, les entraîneurs qui sont en place ont un challenge à Balaruc, mais ça reste que du football. Donc aujourd'hui on est à R1, si on reste à R1, on aura réussi ce qui est l'objectif. Si jamais on venait à descendre, ben, ça restera du football, donc on repartira et on continuera à travailler. Là l'entraîneur qui arrive, il ne vient pas pour une saison. Là on a tourné une page et on est parti pour écrire autre chose. Maintenant, on sait tous qu'une saison de football, quand on a démarré à R1, comme je disais l'année dernière, on a été repêché après le 15 juillet à R1 et on a fait une saison où à la trêve on était 4e. On aurait signé de suite en début de saison pour ça. Donc aujourd'hui, voilà, moi je ne souhaite plus du mal aux gens. J'ai assez souffert des choses. Alors comme je n'embête pas les gens avec ça, voilà, je demande aux autres de ne pas m'enquiquiner à moi, qui s'occupent, pour ceux qui veulent s'occuper du stade Baracoa, qui veulent venir d'un coup de main, la porte est ouverte. Claude, dernière question et un clin d'œil pour Louis Ligori justement qui filme. Je vois le pavois autour du cou. Est-ce que tu as jouté plus jeune? Est-ce que tu es un passionné de joute? Et si oui, quel est ton jouteur favori? Non, je suis un passionné de foot. Jouter, je l'ai fait une fois dans ma vie. D'ailleurs, le bateau, il a tourné. J'étais sur la Tintin, j'ai failli tomber avec une finie tournée. C'était à l'époque où on faisait les interbars à Balaruc. Ouais. J'étais tombé contre un curry, j'avais peur qu'il me crève un œil, je l'ai jeté à l'eau parce qu'il ne tenait pas. Par contre, je suis tombé sur le shooter derrière, comme on dit dans le jargon des joutes, il m'a déposé sur le quai parce que je crois que le bateau a continué, il me tenait au bout de la laisse. C'est qui le shooter? Ouais, je sais plus, c'était un jeune, on avait quoi, 14-15 ans. Non, le pavois, c'est en fait, c'est un truc significatif, c'est mon père qui me, à la demande de mon épouse, qui me l'a trouvé pour mes 40 ans. Et il est parti 6 mois après. Donc j'ai ce pavois-là, comme je le disais tout à l'heure, parce que je suis sétois. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que je suis jouteur, mais bon, j'ai quand même mon cousin Ghislain Sabatier, et pour moi ça restera mon joueur favori, parce qu'il était jouteur. Je pense qu'il aurait mérité à un moment donné, parce que j'étais là ce jour-là, de gagner à Saint-Louis, il se fait disqualifier en demi-finale, si mes souvenirs sont bons, ou en quart de finale. Voilà, je ne vais pas dire le jeune Ligori parce que je l'ai vu jouer 2 fois et 2 fois il est tombé à l'eau. Donc non, plus sérieusement, ouais, ça serait mon cousin Ghislain et je dirais un grand-oncle qui est Jean-Marie Sabatier qui est de Metz aussi. Et après voilà, comme j'ai ma famille, mon oncle Jean-Louis à la Pointe, tout ça, moi dès qu'il y a des joutes, dès qu'il y a des amis du Nord qui viennent, on part à 7, c'est les joutes. Et puis j'ai toujours adoré ça parce que c'est convivial, il y a une ambiance de fou. Et alors là, je sais pas, la Saint-Louis, je sais pas si c'est le radio cette année. On sait pas trop encore. Mais j'ai encore, c'est simple, la sonnerie de mon téléphone, c'est les jeux de midi. Voilà, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Comme j'étais mauvais perdant, à l'époque on faisait sur chariot, je perdais les tournois de joute sur chariot, à Balaruc on les faisait devant les 22 pieds. Je râlais, je jetais tout comme je râlais au football. Mais non, c'est une passion et ça c'est à la mémoire de mon père. Bon, ben on en reste là. Merci pour cet entretien très complet. Merci à vous. Pour ta franchise et bonne continuation pour la suite avec Balaruc notamment. Merci. Merci à toi. Merci.